Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler d'une série très connue, X-Files. Entre autres, moi je voulais juste débattre sur un épisode culte. Donc c'est Quand vient la nuit, en saison 1, épisode 20, qui pour moi est clairement l'un des meilleurs épisodes de la série. Donc j'ai fait en fait une redite de cet épisode. Je l'ai revu là il y a quelques mois et j'avais en fait écrit un petit texte en fait sur tout ce qui m'avait paru un petit peu en décalage avec ce qui était proposé, notamment au niveau du scénario, au niveau de l'intégration des personnages et au niveau de leur évolution, et de la proposition en fait qui était faite dans cet épisode, qui pourtant était super bien partie. Et quand même on a pas mal d'éléments d'incohérence à souligner. Donc du coup moi j'ai tout rassemblé sur une fiche, et c'est plus facile pour pouvoir me rappeler de tous les éléments. Après forcément tout le monde ne va pas forcément être d'accord avec ça, ou ne l'a pas vu, ou alors l'aura vu X fois également et il dira bah non, ça c'est pas possible. Après c'est à chacun de se faire sa propre idée. Mais voilà. Alors du coup, moi, je suis parti sur le fait que si donc X-Files passionne, il dérange aussi de par son mysticisme avéré. C'est vrai que de ce fait, on ne peut que s'offusquer lorsque de telles incohérences apparaissent dans de si bons épisodes de Standing, tels que le remarquable Quand vient la nuit en saison 1, épisode 20. Alors, je m'explique. Ainsi, Mulder et Scully partent enquêter sur une théorie de disparition de bûcherons, dont les principaux suspects étant autres que Doug Spinney et Steven Teague, baptisés les démolisseurs, non peu sympathiques pour qualifier ces éco-terroristes. C'est vrai qu'au tout début, on a l'image avec la diapositive de Mulder qui expose à Scully cette enquête de disparition de bûcherons, et donc le fait qu'il veuille se rendre sur place pour en savoir plus, en sachant que ça fait partie d'une affaire non résolue, enfin d'une affaire non classée, qui remonte aux années 30 ou 40, je ne sais plus, aux années 30, avec un premier groupe de bûcherons. Donc, suite au briefing de Mulder, on passe par une première diapositive, comme je disais, montrant le groupe de bûcherons de l'introduction, qui semble avoir disparu, suivi de la photo de nos deux éco-terroristes. Bon, jusqu'ici, rien de bien compliqué. Ensuite, Mulder insiste sur le fait qu'avant que l'on apprenne que c'est un éco-terroriste, tout un groupe de bûcherons avait déjà disparu en 1934 au même endroit, et on montre une diapositive. Voilà, donc l'opening title, du coup, après ils vont aller se balader dans la forêt, voilà. Là commence le début de l'incohérence de ce magnifique épisode, certainement l'un des meilleurs de X-Files. Oui, parce qu'en fait, on a une originalité dans l'effet monstruosité qui nous rapporte, en fait, qui un être a priori qui n'est pas dangereux, mais qui est imprévisible. Enfin, on ne décrit pas une monstruosité en tant que telle, c'est pas quelque chose d'immense, c'est justement quelque chose de ridicule, ridiculement petit et hasardeux, qui est capable de faire basculer une civilisation. Donc lorsqu'on apprend, selon les anneaux d'un arbre découpé par les bûcherons, qu'un anneau représente une saison et que Mulder théorise une espèce endormie du néolithique, transportée par une éruption volcanique ayant eu lieu il y a peut-être des milliers d'années, voire des millions, or on s'aperçoit que le nombre d'anneaux n'est pas suffisant pour affirmer que l'arbre était déjà là. En second, pour en revenir au premier groupe de bûcherons disparus en 1934, on se demande pourquoi ils ont disparu, étant donné que l'arbre en question, au vu de son âge avancé, sa taille et son diamètre, n'est pas encore été coupé à cette époque. Donc je parle de l'arbre qui est découvert après que les bûcherons ont découpé récemment. Alors pourquoi ont-ils disparu, vu que les araignées microscopiques ne se sont pas encore réveillées à cette période précise? Donc on suppose que en fait à cette époque-là,
On ne sait pas pourquoi les bûcherons ont disparu, étant donné que même s'il y avait velléité de complot, on suppose, on n'a pas d'information comme quoi un autre arbre aurait été abattu, ou dans le sens où les araignées microscopiques se seraient... les ennemis de l'épisode se seraient déployés. Donc vient ensuite la théorie formulée par Scully, qui selon elle repère que les araignées microscopiques forment des cocons comme les lucioles afin de liquéfier les corps. En fait, à un moment juste après avoir descendu le cocon de l'arbre, comment Mulder peut affirmer qu'il s'agit d'araignées microscopiques? Eh oui, comment est-ce qu'il sait que ce sont des araignées microscopiques? Quelle est sa théorie? Qu'est-ce qui peut faire basculer cette théorie? Qu'est-ce qui lui permet d'affirmer ça? Et lui, il voit un cocon, tout de suite, il pense aux araignées microscopiques. Il enquête sur quelque chose, sur un phénomène dont il ne sait rien, au final. Donc c'est quand même bizarre tout ça. Enfin, comment les araignées font-elles pour hisser un cocon entre deux arbres, alors qu'on ne peut les voir sauf la nuit, ce qui indique qu'elles sont quand même très fortes. Au fait, on s'aperçoit dans la version française que Scully, voulant couper le cocon, à un moment donné, dans le doublage, elle parle mais ses lèvres bougent pas. Voilà. Si les araignées font des cocons avec leurs victimes, pourquoi n'a-t-on pas retrouvé les corps des bûcherons et des enquêteurs des eaux et forêts, alors que l'on retrouve celui du chef des bûcherons qui estime une fraise? Et enfin, pourquoi Doug Spinney contacte l'armée directement et non les secours? Eh oui, ça c'est quand même incroyable ça. Quand il y a un problème sanitaire, généralement, ou même une urgence, on va pas a fortiori faire déplacer l'armée directement. Soit c'est les autorités locales ou les secours de base qui sont spécialisés justement pour retrouver les personnes disparues, notamment en forêt, mais pas nécessairement l'armée. Donc on voit pas l'intérêt, quoi. Et on se demande pourquoi il les contacte. Lorsque Mulder envoie un message radio, il lui manque la position, la radio est coupée et on s'aperçoit en fait qu'il ne s'agit certainement pas de la même radio. Et comment Mulder dans ce cas a-t-il fait pour réparer la radio? Et oui, ils n'avaient rien sur place, ils n'avaient pas de matos, les mecs. Je veux dire, les voitures, les réservoirs, tout a été siphonné, je veux dire, il n'y avait rien sur place. Et on se demande comment le shérif Larry a fait pour remplacer l'ampoule. Alors, si oui, peut-être qu'il y en avait une, mais en tout cas, on ne l'a pas vue, on ne sait pas. Si les bûcherons sont partis faute de lumière en théorie, alors que Spinney et les groupes de bûcherons dans l'intro savaient déjà qu'il fallait courir avant la nuit. Bah oui, en fait, il leur faut vachement de temps pour sortir de la forêt. On se demande comment l'autre il a réussi à traverser à pied, au final, pour à la fin de l'épisode, on le verra plus tard, aller chercher une Jeep. C'est complètement incohérent. Mais bon, bref, la nuit était pas tombée, certes, mais justement, il n'aurait jamais dû arriver à l'autre camp de base avant la nuit, à moins que le camp soit très proche d'ici. Et d'après les éléments qu'il avait fournis, il semble que le camp de base, faut quand même pouvoir y aller, quoi. Donc c'est pas si évident que ça. Pourquoi les araignées présentes seraient décrites par Mulder comme étant une trace de gras? Et oui, on sait pas. Il passe son doigt sur le meuble et lui tout de suite il fait référence à ça. Mais qu'est-ce qui lui permet de dire que c'est ça? Et pourquoi du gras? Et pourquoi pas un autre type de matière, une autre type de sensation sous les doigts? Pourquoi du gras? Voilà, donc ça on sait pas. Puis la phosphorescence n'explique pas en fait la trace de gras. Ça c'est encore autre chose. Donc en fait, quand il sent qu'il y a une trace de gras en disant qu'il y en a partout et ne s'attaque pas à eux, notamment dans la pénombre, surtout lorsqu'on voit la main de Scully envahie dans le noir en surbrillance. Au fait, comment se fait-il que les araignées peuvent pénétrer? Ah oui, elles étaient déjà là, par le gras, sur les meubles. Oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est que elles pénètrent comme ça, par des grandes ouvertures. Et donc, Mulder il propose à Scully de recouvrir les fenêtres et ne prend que 2 planches de bois en X avec une bâche sommaire, alors qu'à côté de lui, on peut s'apercevoir qu'un trou d'au moins 1 cm entre chaque planche de façade du chalet. Bah du coup, c'est facile pour les araignées de rentrer, et puis même sans ça, elles ont l'air de pouvoir grignoter. Elles étaient enfermées dans le bois aussi.
De plus, on voyait la veille Spinet souhaiter bonne nuit et s'enfoncer dans une autre pièce du chalet dans la pénombre, où il aurait pu être attaqué sans présence de lumière. Alors, voilà. Donc vous aurez noté quand même qu'il y a, je le pense pour moi, quand même pas mal d'incohérences. À la fin, on voit Spinet revenir avec la Jeep par la route où ils repartent en faisant demi-tour pour quitter la forêt. La forêt, même route que Spinet avait dû prendre avant d'arriver pour aller au camp chercher la Jeep. Autrement dit, il s'enfonce plus en allant vers le camp et cette route nous pourrait permettre de ressortir de la forêt. Steve Humphries retrouvé juste avant que Spinet arrive avec la Jeep alors que les capots étaient fermés et qu'il était ouvert au moment où les araignées microscopiques sont venues dévorer. Pourquoi n'est-il pas sorti par la portière côté passager plutôt que d'essayer sans cesse d'ouvrir la porte bloquée par le rocher? Bon, ça y aurait pas servi à grand chose, c'est sûr, mais au moins il aurait tenté quelque chose d'intelligent. Enfin, pourquoi au début, l'un des bûcherons dit qu'il ne voit pas comment il pourrait arriver à quitter la forêt, alors qu'il leur faudrait 2 jours et se mettre à courir? C'est complètement débile. Les mecs, il leur faut 2 jours pour sortir de la forêt, c'est pas parce qu'ils vont courir et tout ça qu'ils vont arriver plus vite, qu'ils vont traverser plus vite. Ils savent très bien que de toute façon c'est peine perdue, ils n'auront jamais le temps. Ça c'est quand même un mystère pour cet épisode emblématique, mais moi je pense que ça reste quand même l'un des meilleurs sans nul doute de toute la série X-Files. Parce qu'il y a quand même une force de proposition qui est intéressante au vu du monstre microscopique. De quelque chose d'un danger imminent qu'on ne peut pas percevoir, qui n'attaque que la nuit ou que dans le noir, qui est capable de se greffer sur n'importe quelle matière, qu'on prend pour une trace de gras, etc. Il y a tout ce côté quand même très intéressant, mais qui est quand même largement sous-exploité. C'est pareil, on est passé quand même bien à côté de l'explication du cocon, ce qui est assez dommage, quoi, parce qu'on aurait bien aimé en savoir plus sur le fait du pourquoi du comment est fabriqué ce cocon, et le fait que ça ne serve pas juste à conserver la victime qui certainement est liquéfiée ou les liquides sont absorbés par les araignées microscopiques. Enfin, il en faut quand même une grosse quantité, parce que vu la taille du cocon et vu qu'il s'attaque à un être humain, c'est quand même pas rien de liquéfier et puis d'aspirer les liquides. Voilà. Les déplacements des araignées dans les airs. Comment une nuée d'insectes, alors que les araignées ne peuvent normalement bouger que le long d'une toile? Ça c'est pareil, normalement on voit généralement les araignées bouger le long d'une toile. Il pourrait y avoir des araignées sauteuses éventuellement, mais elles ne seraient pas dans une toile comme ça. Ce qui n'est jamais exploité, hormis le cocon qu'elle n'aurait pu soulever ou porter. Donc voilà, vous voyez que ça fait quand même pas mal d'incohérences dans cet épisode-là. Et je pense que j'ai pas tout relevé parce qu'il y a certainement d'autres choses aussi. C'est comme je vois pas du tout l'intérêt pour Mulder et tout ça. Il répare une roue vers la fin quand ils repartent parce qu'ils ont plus de lumière. Comme par hasard, le générateur s'arrête pile à la levée du jour. Il y a Scully qui était en panique juste avant. Et puis au moment de partir, juste avant de partir, je veux dire, avec le garde forestier, Mulder propose de prendre un kit pour réparer une roue, s'il a une rustine et tout ça, puis de l'envoyer comme une bouée de sauvetage, comme une bouteille à la mer en fait dans la vallée. C'est complètement débile parce que même si eux ils n'ont pas le temps de traverser, autant vous dire que personne n'aura le temps de retrouver la roue et tout ça avant que justement il y ait des secours. Et quand bien même quelqu'un retrouverait la roue, de toute façon, ces gens-là pourraient pas repartir, quitter la forêt avant la nuit, ils se feraient bouffer aussi, quoi. Donc de toute façon, envoyer ce système de messages et tout ça par la roue, c'est vrai que c'est un peu incohérent aussi, ça fonctionne pas du tout. Donc voilà. Sinon, mis à part ça, ce qu'il faut retenir quand même de positif, parce qu'il n'y a pas que du négatif dans cet épisode, il est quand même très bien amené de ça au niveau du suspense, hein, c'est-à-dire qu'on ne s'attend jamais à savoir quand est-ce que les araignées microscopiques vont attaquer, c'est-à-dire à quel endroit exactement elles vont être, à quelle fréquence, à quelle vitesse elles vont redescendre et tout ça.
Ce qui est très intéressant comme élément aussi qui est amené, je me souviens bien, c'est le fait à un moment donné quand Steven Fraise, donc le chef des bûcherons, provoque du coup le soi-disant monstre qui attaque les bûcherons. Ouais, il sort du chalet, à un moment donné, il est juste à côté d'un tronc d'arbre. Et puis lui, en fait, il dit qu'il a pas peur du grand méchant monstre et tout ça, que c'est de la fantaisie, machin, etc. Et en fait, à ce moment-là, juste derrière lui dans la pénombre, on voit les petites araignées microscopiques le long du tronc d'arbre. Évidemment, personne ne les voit, mais à un moment donné, quand ils finissent par entrer, ou juste avant, on voit Mulder et Scully qui se retournent, qui fixent la lanterne, parce qu'en fait, ils entendent des petits éclats, il y a des grésillements et tout ça. Et en fait, on se doute bien que c'est les araignées microscopiques qui provoquent ça, parce qu'elles, justement, elles sont en contact avec la lumière. Et ça nous ramène au fait qu'en fait, en présence de lumière, elles ne peuvent rien faire, elles sont même vulnérables à cette lumière. Voilà. Donc pour ma part, c'est tout pour cette introspection sur cet épisode. Si vous ne l'avez pas vu, ça vaut le coup quand même d'aller le voir. Et puis sinon, vous pouvez aussi vous faire votre propre idée et puis apporter vos remarques éventuellement dans les commentaires. Voilà, merci.